Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle édition de l'information sur la 7. À la une de ce journal politique, les élections régionales et législatives sont prévues pour d'ici fin mars, même si le fichier électoral reste un sujet de discussion auprès de l'opposition. On y revient. Puis selon un rapport de l'Office togolais des recettes, la LUNATO, une institution étatique, a significativement contribué au budget national de 2022, ce qui témoignerait de son rôle essentiel dans l'économie du Togo. Le point dans un instant. Au-delà de nos frontières, la Somalie exprime son mécontentement face à l'accord Éthiopie-Somaliland. Quelles en sont les raisons? Nous y reviendrons. Puis la guerre israélo-palestinienne continue de faire des ravages. Des secteurs entiers du centre-ville de Gaza, déjà dévastés par la guerre, ont été sévèrement touchés par les bombardements israéliens, rendant de nombreuses rues méconnaissables. Le point sur la situation dans un instant, restez avec nous. Bienvenue si vous nous rejoignez. Les élections régionales et législatives se tiendront au Togo d'ici fin mars 2024. Ce double scrutin est basé sur un fichier électoral dont l'opposition ne veut pas entendre parler. Au même moment, les groupements d'organisation interpellent le chef de l'État-fort Essozimna Gnassingbé pour une consultation. Le récit de Bernard Canvi. Des élections législatives et régionales vont être organisées au Togo d'ici fin mars 2024. C'est ce qui a été annoncé par le gouvernement en novembre dernier en Conseil des ministres. Une décision que l'opposition togolaise juge irréaliste et dit craindre un vide institutionnel. Cette situation interpelle également des regroupements d'organisations, mouvements et associations. Ces derniers expriment leur inquiétude alors que le mandat des députés est arrivé à expiration. Selon ces organisations non gouvernementales, au nombre d'une douzaine, les Togolais ne peuvent pas aller directement à l'élection et il va falloir une large consultation. En effet, les OSC exigent du chef de l'État une ouverture d'un cadre de discussion très inclusif pour mener à des élections libres et transparentes. Rappelons que cette interpellation des organisations de la société civile rejoint celle de l'opposition qui aussi demande des discussions avec le pouvoir pour faciliter l'acceptation des résultats afin de faire du Togo un pays véritablement démocratique. Parlons santé à présent. Des chercheurs de l'Université de Californie à Irvine utilisent la technologie CRISPR-Cas9 pour modifier génétiquement les moustiques vecteurs du paludisme, offrant une lueur d'espoir dans la lutte contre la maladie. Les détails avec Harold Atom-Messon. Le paludisme reste une menace majeure en Afrique, concentrant 95% des cas mondiaux et 96% des décès liés à la maladie en 2021. Les enfants de moins de 5 ans représentent une part préoccupante, avec environ 80% des décès dans la région. Malgré les efforts déployés, l'objectif de réduire les cas et les décès de 40% en 2020, selon la stratégie technique mondiale de lutte contre le paludisme, n'a pas été atteint. Au Togo, où le paludisme est la principale cause d'hospitalisation et de mortalité, des avancées sont notables. Entre 2015 et 2018, l'incidence a chuté de plus de 25%, avec une réduction de la mortalité de 8%. Des campagnes de distribution de moustiquaires et des mesures d'accès au diagnostic et au traitement sont mises en place. À l'Université de Californie aux États-Unis, des scientifiques utilisent la technologie CRISPR-Cas9 pour modifier génétiquement les moustiques vecteurs du paludisme. Cette approche novatrice vise à rendre les moustiques incapables de transmettre le parasite responsable de la maladie. Parallèlement, la découverte d'une bactérie produisant une toxine entravant le développement du parasite offre aussi une perspective encourageante. Il faut noter qu'un nouveau vaccin est également en cours de développement. En dépit des défis, ces initiatives offrent l'espoir d'une nouvelle stratégie dans la lutte contre le paludisme en Afrique. En 2022, la loterie nationale Lonato au Togo s'est avérée être un acteur essentiel du budget national, d'après les informations fournies par l'Office togolais des recettes. Des ajustements dont le paysage des jeux a notablement influencé les activités de l'entreprise. Les détails.
Selon l'Office togolais des recettes OTR, la Loterie nationale togolaise a apporté une contribution de 6,4 milliards de francs CFA au budget national du Togo en 2022. Cette contribution, provenant de l'impôt sur les sociétés, a augmenté de 9% par rapport à l'année précédente, qui est de 5,5 milliards de francs CFA, et de 30% par rapport à l'année 2020, qui est de 4,6 milliards de francs CFA. À la fin d'octobre 2023, la contribution de la Lonato s'élevait à 5,4 milliards de francs CFA. Grâce à des changements profonds dans son environnement de jeu depuis le 1er juillet 2023, notamment l'augmentation du nombre de tirages hebdomadaires de 4 à 12, cette contribution pourrait dépasser les 6 milliards de francs CFA collectés en 2022. Notons que la Lonato est entièrement détenue par l'État depuis sa création en 1966. La société est l'une des entreprises publiques les plus rentables du Togo. En 2021, elle a généré un chiffre d'affaires de 96,6 milliards de francs CFA contre 87,8 milliards de francs CFA en 2020 et 83,4 milliards de francs CFA en 2019. La page internationale à présent, l'ancien président sierra-léonais Ernest Bai Koroma a été inculpé mercredi pour trahison et dissimulation de trahison en lien avec ce que les autorités du pays ont qualifié de tentative de coup d'État survenue le 26 novembre. Ce jour-là, des dizaines de tueurs ont lancé une attaque dans la capitale Freetown, au cours de laquelle ils ont pénétré dans l'armurerie principale de la Sierra Leone et dans une prison où la majorité des plus de 2000 détenus ont été libérés. 12 autres personnes ont été également inculpées dans cette affaire. Puis toute autre actualité, alors que Félix Tshisekedi célèbre sa victoire aux récentes élections en République démocratique du Congo, Théodore Ngoï conteste les résultats devant la Cour constitutionnelle, demandant l'annulation du scrutin où il a obtenu 0,02% des suffrages. Les détails. À l'annonce de sa victoire par la CENI, Félix Tshisekedi jubile. Mais un candidat a décidé de jouer les troubles faits. À quelques heures de la fin du délai de recours, jeudi, Théodore Ngoï a déposé une requête auprès de la Cour constitutionnelle contre la victoire du président sortant à la présidentielle du 20 décembre dernier en République démocratique du Congo. Cet avocat, professeur et pasteur a demandé officiellement l'annulation du scrutin auquel il est arrivé dernier, crédité de seulement 0,02% des suffrages pour 4139 voix. Théodore Ngoï n'a pas suivi ses pairs de la contestation du processus électoral, Martin Fayoulou et Denis Mukwege, qui bénéficient d'une plus grande popularité. Ces derniers n'ont pas voulu déposer de recours. Un délai de 7 jours est désormais imparti à la Haute Cour pour statuer. Pendant ce temps, les résultats des élections législatives et provinciales sont encore attendus. Elles se sont tenues au même moment que la présidentielle. Au Soudan, les forces paramilitaires et civiles ont conclu cette semaine une déclaration conjointe lors d'une rencontre à Addis Abeba. Cet accord vise à instaurer un éventuel cessez-le-feu dans le conflit qui perdure depuis le 15 avril dernier. Reportage. 2 jours de discussion pour aboutir à la signature de cette déclaration d'Addis Abeba. La paix au Soudan n'est pas conclue, mais ce texte est un premier pas vers un éventuel cessez-le-feu accepté par l'un des protagonistes du conflit. Le général Daglo, chef des paramilitaires des FSR, les forces de soutien rapide. Je n'ai lu ce document que le 1er janvier. A priori, on ne lit pas un document le 1er janvier pour le signer le lendemain, le 2. Mais je n'ai pas d'intention cachée. J'ai vu que le texte prévoyait l'arrêt de la guerre, ce que je recherche, donc si l'armée venait avec ce même document, je le signerais immédiatement. Lui se dit prêt à négocier avec l'armée pour trouver un règlement politique au conflit qui les oppose depuis bientôt 9 mois. Second signataire du texte, dont il est à l'initiative, l'ancien Premier ministre soudanais Abdallah Hamdok, aujourd'hui à la tête du comité Takadoum, qui représente les forces civiles du pays. Dans cette déclaration, nous nous sommes mis d'accord sur le principe d'une armée unique. Je pense qu'il n'y a aucune chance que le Soudan reste un pays pacifique si nous avons cette multiplicité d'armées. L'objectif est donc d'avoir une seule armée.
L'armée qui est au pouvoir au Soudan depuis 2021 et le coup d'État qui a renversé le gouvernement du Premier ministre Hamdok. Le 15 avril dernier, le chef de l'armée, le général Al-Bourhan, et son second, le général Daglo, patron des redoutés FSR, retournent leurs armes l'un contre l'autre. Depuis, les deux hommes ne se sont plus rencontrés et le Soudan a sombré dans le chaos. La capitale Khartoum, majoritairement contrôlée par les FSR, reste inaccessible. Des millions de ses habitants y sont toujours piégés. L'ONU estime qu'au minimum 12 000 personnes sont mortes dans les affrontements. Plus de 7 millions d'autres sont déplacés, ce qui fait de cet exode le plus grand déplacement de population au monde. En tout, près de 25 millions de personnes ont besoin d'aide humanitaire dans le pays, soit plus d'un Soudanais sur deux. La Somaliland et l'Éthiopie ont récemment conclu un accord permettant à l'Éthiopie d'accéder au port de la mer Rouge. Cependant, cet accord a été vivement critiqué en raison de son manque de base légale, déclenchant des manifestations au sein de la population somalienne qui exprime son indignation face à cette entente. Reportage. Des milliers de Somaliens se sont rassemblés au stade Kony mercredi à Mogadiscio pour protester contre l'accord récent entre l'Éthiopie et le Somaliland sur les contrats de location maritime et portuaire. Cet accord accorderait à l'Éthiopie un bail exclusif sur la mer pendant 50 ans, suscitant des inquiétudes quant à la souveraineté somalienne. Tout d'abord, nous dirons à l'Éthiopie de cesser son intervention en Somalie. Bien que la Somalie soit un pays souverain avec des frontières bien établies et reconnues par les Nations Unies, je leur dirai de se comporter correctement et de suivre les règles. Selon les protestataires, ce bail pourrait créer un précédent pour l'exploitation d'autres ressources en Somalie. Divers intervenants ont conseillé au gouvernement éthiopien de cesser ces violations et ingérences. Le gouvernement fédéral trouve inacceptable d'être ignoré par un premier ministre éthiopien qui rabaisse le rôle de notre gouvernement fédéral en le délégitimant. C'est une violation et c'est inacceptable. Sur la scène, les manifestants somaliens ont scandé des slogans et brandi des banderoles exprimant leurs craintes quant à l'impact de cet accord sur les intérêts nationaux de la Somalie, ainsi que sur leurs moyens de subsistance. Les participants ont discuté des possibles effets à long terme de cet accord et de la nécessité de former un front uni pour contrer toute menace perçue à la liberté nationale et à la stabilité économique que cet accord pourrait présenter à l'avenir. Au Kenya, le président William Ruto a menacé de désobéir aux ordonnances de justice, ce qui a suscité des critiques et des préoccupations pour ce qui en est de l'état de droit au Kenya. Il a déclaré que certains juges étaient corrompus. Les détails. Le président kényan William Ruto a fait l'objet de nombreuses critiques suite à ses menaces de désobéir aux décisions de justice émanant de juges qu'il a qualifiés de corrompus. Ruto a déclaré mardi que certains juges anonymes s'étaient associés à des politiciens de l'opposition pour bloquer les projets de son gouvernement. Dans un communiqué, la juge en chef Martha Koome a déclaré que défier les ordonnances du tribunal constituait une violation de la confiance du peuple placée dans l'État et les agents publics. Koome a également exhorté les juges à continuer d'exercer leurs fonctions judiciaires sans crainte ni faveur. Raila Odinga, le chef de l'opposition, a pour sa part considéré que les menaces du président kényan contre le système judiciaire équivalaient à de l'intimidation et à un mépris de l'état de droit. Suite aux attaques en mer Rouge, le Conseil de sécurité des Nations Unies déclare que l'escalade des tensions en mer Rouge aura des conséquences politiques et humanitaires néfastes. Les détails.
L'insécurité en mer Rouge continue d'inquiéter la communauté internationale, et ce, malgré la création d'une force internationale sous l'égide des États-Unis. Lors d'une réunion du Conseil de sécurité de l'ONU mercredi, le secrétaire général adjoint pour le Moyen-Orient a exhorté toutes les parties impliquées à désamorcer les tensions. S'agissant de la situation générale dans la région, nous encourageons toutes les parties concernées à éviter toute escalade supplémentaire et à atténuer les tensions et les menaces. Il est essentiel que le trafic à travers la mer Rouge puisse revenir à un état normal et que le risque d'entraîner le Yémen dans un conflit régional soit évité. En guise de protestation contre l'offensive israélienne dans la bande de Gaza, depuis octobre dernier, les rebelles houthis du Yémen multiplient les attaques contre ce qu'ils affirment être des navires en lien avec Israël. Et à mesure que la tension monte, les répercussions politiques, sécuritaires, économiques et humanitaires sont elles aussi exacerbées. L'Organisation maritime internationale signale par ailleurs qu'une dizaine de compagnies de transport ont entamé le déroutement de leurs navires pour éviter la mer Rouge. Un nombre significatif d'entreprises, environ 18 compagnies maritimes, ont déjà décidé de contourner l'Afrique du Sud pour réduire les attaques contre les navires et l'impact sur les marins. Cette stratégie prolonge leur voyage de 10 jours et bien sûr, elle a un impact négatif sur le commerce ainsi qu'une augmentation des tarifs de fret. Le centre-ville de Gaza, déjà ravagé par la guerre, subit d'importants dégâts suite aux bombardements israéliens. En raison des conflits entre Israël et le Hamas, la situation humanitaire critique a conduit à des appels internationaux pour un cessez-le-feu immédiat. Reportage. Des secteurs entiers du centre-ville de Gaza, déjà dévastés par la guerre, ont été sévèrement touchés par les bombardements israéliens, rendant de nombreuses rues méconnaissables. La grande majorité des édifices situés à proximité du quartier central de Palestine Square ont subi des dommages considérables, voire ont été complètement détruits, laissant des débris dispersés dans les rues. Le centre-ville de Gaza a été l'un des principaux points de conflit entre Israël et les combattants du groupe militant Hamas, étant l'une des premières zones ciblées par les forces israéliennes lors de leur incursion terrestre sur le territoire. Selon le ministre de la Santé, plus de 22 000 Palestiniens, principalement des femmes et des enfants de Gaza, ont perdu la vie à cause des tirs et des frappes aériennes israéliens depuis le 7 octobre. Israël a initié cette guerre en représailles à l'attaque du Hamas contre sa frontière, qui aurait entraîné la mort de plus de 1000 personnes, avec 240 autres prises en otage, selon les autorités du pays. Des organisations humanitaires internationales et des groupes de défense des droits ont appelé Israël à mettre fin à cette guerre implacable contre Gaza, préconisant un cessez-le-feu immédiat et mettant en garde contre les conditions catastrophiques dans lesquelles vivent les habitants de Gaza. Et c'est ainsi que se referme cette édition de l'information. Merci à vous de l'avoir suivi. Bonne soirée.